Marinette Pichon, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes une légende du sport français, vous êtes l'une des meilleures buteuses de l'histoire du foot français. En tout, vous avez marqué 300 buts au cours de votre carrière, et je dis bien foot français et pas foot féminin. C'est du bien. foot. C'est très bien ça. Bah oui. C'est bien parce que tout le monde ne fait pas cet effort. Donc on a tendance à mettre notre pratique dans des cases, mais c'est bien, en effet, c'est du foot. Et c'est important de le souligner et puis de renforcer cette phrase. Jusqu'en 2020, vous avez détenu le record de 81 buts en 112 sélections en équipe de France. Vous êtes aussi la première Française à avoir signé un contrat professionnel aux États-Unis. Et encore une fois, je le dis, c'est hommes et femmes confondus. Pionnière dans tous les sens. Et ce film, ça raconte l'histoire de votre vie de femme, votre vie de sportive. Vous avez connu les violences intrafamiliales. Vous vous êtes battue pour réaliser votre rêve et vous faire accepter en tant que femme dans le monde du foot. Et ce film s'est inspiré d'un livre qui s'appelle Ne jamais rien lâcher. C'est l'actrice Garance Marillier qui vous incarne à l'écran. C'est réalisé par Virginie Verrier. Et dans le film, dans la bande-annonce, on entend votre personnage dire « Je suis meilleure que les mecs ». Est-ce que c'est une réflexion que vous êtes souvent dit? Pas souvent, mais quelques fois. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que tout ce que je pouvais faire, ça n'avait pas de portée. C'était toujours prouver plus, faire plus, montrer plus. Et à un moment donné, le côté d'injustice prend le dessus et on a juste envie de le dire. Et à plusieurs reprises, je vais le dire, et notamment dans ce biopic, mais je l'ai dit de nombreuses fois, mais pas aussi nombreux que j'aurais pu le faire. J'aurais peut-être dû le faire d'ailleurs. Je ne sais pas. Est-ce que c'était bien vu dans votre enfance de jouer au foot pour une femme? Moi, j'ai toujours eu la chance d'être bien accompagnée, d'avoir un éducateur, Jean-Claude Richel, qui a été le premier qui m'a tendu ce dossard et qui, à travers ses mots, m'a facilité l'intégration. Donc à partir de là, je suis arrivée, j'ai joué avec les garçons. En plus, j'avais cet avantage, c'est que j'étais quand même talentueuse, donc ça aide à l'intégration. Est-ce que vous avez souvent entendu le foot, c'est un sport d'homme? Oui, très souvent. Qu'est-ce que vous répondez? Je leur dis non, c'est pas vrai. Et souvent, on me mettait au défi, tu sais, le fameux « Ah, t'es pas capable de faire le contrôle à la poitrine ». Ah, bah si, regarde, je prends le ballon, je fais, ah oui, oh. Non, et la panenka, souvent et tiens, ça. Et voilà. Du coup, je faisais tout un récital de gestes techniques. Non, c'est pas vrai. Mais non, j'ai souvent eu affaire à ce genre de réflexion. C'est assez dingue parce qu'on reçoit quelqu'un sur qui il y a un biopic. Normalement, les biopics, c'est Ray Charles, Thanos, c'est des gens... Voilà. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on a un biopic sur soi? Comment est-ce qu'on accepte? Au départ, c'est surprenant. Quand on a eu l'échange avec Virginie Verrier, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un ami. Et elle m'a dit, voilà, moi, je veux retranscrire ta vie sur le grand écran. Je lui ai dit, mais on a déjà fait un livre, est-ce que ça va avoir l'impact souhaité? J'ai pris ça comme une consécration, comme une reconnaissance, mais à la fois, ça a été compliqué parce que tu vois ta vie défiler en 1h36 avec des hauts, des bas, et ça te remue. Émotionnellement, j'ai vécu l'ascenseur émotionnel. C'était quoi la chose la plus dure à revivre en voyant le film? Je dirais la scène de mon père dans la chambre de ma grand-mère. Parce que à ce moment-là, on se sent seul, on se sent démuni, et on essaye de refaire la situation et se dire, est-ce qu'on aurait pu la changer? C'était quoi la situation? C'est un personnage qui était alcoolisé à longueur de temps et qui, à un moment donné, se retrouve à avoir des idées vraiment malsaines et qui va commettre un acte irrépressible sur ma grand-mère. Et je me dis quand même à plusieurs reprises, est-ce qu'on aurait pu changer ça? Il a été condamné à 10 ans de prison. Ouais. Faut dire que vous avez une enfance donc compliquée, père alcoolique et violent. Votre maman était battue. Vous avez vécu cette violence toute votre jeunesse. Vous dites que la peur faisait partie de votre quotidien et le foot a été une bouffée d'oxygène. Je pense que si j'ai pas la chance de rencontrer tous ces gamins à l'âge de 5 ans qui crient, qui sont hyper joyeux d'être sur le terrain, et de rencontrer Jean-Claude Richel, j'ai pas d'exutoire. Et là, à travers le foot, je trouve cet exutoire. Quand je suis sur le terrain, je suis heureuse, je suis épanouie, je m'éclate, je suis à courir partout, il y a rien qui se passe dans ma tête, et ça a été un élément extrêmement important et essentiel dans mon équilibre. Et je suis heureuse aujourd'hui grâce à ce ballon. C'est bête, mais c'est ça, quoi. Peut-être juste ajouter que, d'un point de vue purement narratif, social, ce genre de récit manquait aussi, et que c'est génial de pouvoir voir aujourd'hui des histoires de femmes sportives portées comme ça au cinéma. Je trouve ça extra. Votre mère vous a acheté vos premiers crampons. Oui. Elle vous a toujours soutenu dans les rêves de foot, malgré les moments difficiles.
Vous dites que vous avez été victime de remarques sexistes lorsque vous jouiez avec les garçons. Vous finissez par être repéré, vous entrez en équipe de France. On voit des débuts très compliqués. Vous vous êtes encore une fois battu pour trouver une place. J'imagine que vos coéquipières ont eu des histoires similaires. Est-ce qu'il y avait une solidarité ? À mon époque, pas trop. C'était un peu chacun dans son coin et puis débrouille-toi, quoi. Après, quand tu grandis un peu plus et que tu arrives à un certain niveau, ça devient justement plus compliqué parce qu'il y a la concurrence, il y a la jalousie, il y a le fait qu'on veuille te poignarder dès que tu sors du vestiaire. Mais après, je trouve que ça fait partie du haut niveau. C'est aussi ça, la réalité de la vie. Si tu veux gagner ta place, il faut avancer. Mais chez les hommes, c'était différent parce que c'était bienveillant, t'étais la chouchoute, j'étais la fille, la seule et l'unique dans le club, donc j'avais toutes les attentions et ça, c'était assez génial quand même. On voit les stars du foot masculin, on voit Zidane, on voit Benzema. Est-ce qu'il y a un respect entre footballeurs de leur part, des grandes stars ? Parce que quand on voit votre palmarès, vous êtes une des plus grandes sportives de France. Ah oui, beaucoup de respect. Puis ça va dans les deux sens. J'ai croisé Benjamin Pavard sur un autre plateau. Ah, il m'a dit, mais oui, la légende, on a pris des selfies, on a discuté buts marqués, ceux qui nous avaient marqués justement dans nos carrières. Et en fait, on sait à quel point c'est difficile d'être athlète de haut niveau. La rigueur que ça demande, l'hygiène, le fait d'avoir des privations de sortie ou autre, que tu peux pas, que tu n'as pas le choix, que tu dois subir. Et du coup, on est vraiment sur le même vocabulaire et la même approche de la définition de l'athlète de haut niveau. J'aimerais qu'on regarde un moment important de la carrière de Marinette. Vous partez à Philadelphie, aux États-Unis, et là, vous découvrez un nouveau monde. Regardez. Il y avait Martine à la plage, Martine en voyage, voici Marinette aux États-Unis. On dirait un livre pour enfants, mais l'histoire de Marinette Pichon est une histoire vraie. Elle est la première footballeuse française à avoir signé un contrat professionnel et les dirigeants de Philadelphie n'ont pas hésité au moment de l'engager. À 27 ans, elle est devenue Marinette Pichon. 14 buts dès sa première saison au milieu des meilleures joueuses du monde entier réunies dans le championnat américain. Une sorte d'exception française au pays de George Bush. Vous avez vu ? C'est un sandwich à mon nom. Un hamburger à son nom et des séances de dédicace interminables. Il y avait quoi dans votre sandwich ? Principalement ce qu'on appelle le Philly cheesesteak, avec du petit fromage, du steak haché, des petits oignons. Essentiellement ça. Parce que ce qui est dingue quand on voit ces images-là, on voit quelqu'un qui s'éclate. On a l'impression d'une libération, en fait. C'est que les États-Unis vous ont libéré. En fait, il y a une différence de culture qui a été assez frappante entre la France, où tu sens que tu es confronté à la jalousie, la concurrence, qu'il faut gagner ta place, versus les États-Unis, où tu es accueilli à bras ouverts et les gens sont dans l'intérêt de l'équipe, donc de la performance, à la fois collective et individuelle. Et du coup, il n'y a pas cette opposition. C'est vraiment... c'est vraiment spécifique à la culture sportive nord-américaine. J'ai eu une autre question, ça concerne les jeux vidéo. Parce que moi, j'ai plein de potes qui jouent aux jeux vidéo, à FIFA et tout ça, mais on ne peut pas prendre des femmes. On peut pas ? Ben non. Il n'y a pas Alex Morgan qui a fait son entrée non ? Je sais pas. C'est tout récent. C'est tout récent ? Tout récent. Hein, je crois. Hein. Moi, je joue à Street Fighter, mais... Moi aussi, avec mon fils, pareil, tout pareil. Vous avez essayé le 6 ? Pas encore, il veut que je l'achète. Ouais, le 6, il est incroyable. Je vous le dis. Il n'arrête pas à chaque fois qu'on voit hey, maman, on va à l'arcade là, on va. Pas tout de suite, mon fils. Franchement, il est très bien éduqué s'il veut jouer à Street Fighter, je vous le dis. Ouais. Super gamin. Moi, j'aime bien gagner quand même, j'ai cette âme de compétitrice. Je dis, on se calme à 10 ans. Hein. Pauline. Ouais, ça c'est moins marrant et c'est surtout assez navrant. Aujourd'hui, il n'y a pas de footballeuse professionnelle officiellement en termes juridiques en France. Autant vous dire, les 23 joueuses de l'équipe de France ne sont pas professionnelles au sens juridique du terme, même pas en D1. Alors chez les hommes, c'est assez technique, mais ça va être assez facile. Ils signent un contrat avec le club et ils signent aussi un contrat avec la LFP, la Ligue de football professionnelle, qui leur signe des contrats pro. Chez les femmes, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas d'organisme comme la LFP et elles signent directement avec la FFF, la Fédération française de football, ce qu'on appelle des contrats fédéraux, qui sont l'équivalent des contrats amateurs. Donc techniquement, juridiquement, il n'y a pas de contrat professionnel pour les femmes. Pourtant, même performance évidemment d'athlètes de haut niveau. Mais je ne savais pas ça. Même droit
effectivement, elle participe à la médiatisation. Il n'y a pas de football pro féminin en France. Elle participe évidemment. Mais ouais, c'est Je suis désabusée. Comment est-ce possible? Non, mais on marche sur les œufs, là. À la rédaction, on était tous assez choqués. La médiatisation, en plus des droits TV, sont en hausse. Donc, effectivement, voilà, elles participent à tout ça. Elles ont même des agents, elles signent des contrats. Donc, sont de vrais pros dans les faits, en fait. Est-ce que vous, Marinette, c'est quelque chose qui vous a heurté, contre lequel vous avez essayé de lutter? Et je sais qu'il y a aussi d'autres pays en Europe qui ont fait ce qu'il fallait. Pourquoi nous, on n'y arrive pas? Alors, pour plusieurs raisons, je pense. La première, c'est une question de volonté. L'institution fédérale doit être le porteur de ce projet. Ça me révolte parce qu'en effet, l'Angleterre, l'Espagne nous ont devancés alors qu'on était loin devant pendant plusieurs années. Parce qu'il faut croire en ce projet. Et aujourd'hui, à la fédération, on est peut-être un peu friand de mettre une économie à perte, bien souvent. Et ça peut se comprendre. L'argent, Freddy. Mais toi qui es riche. Moi qui suis riche, l'argent, c'est la réponse. Mais c'est la réalité. Et puis parce qu'on n'a pas de Loulou Nicolin, on n'a pas de Jean-Michel Aulas. Alors, ça va changer, puisque je me suis révoltée à plusieurs reprises sur des émissions. J'ai du coup le président de la Fédé qui m'a appelé en me disant... Bon, Marinette, regardez, on est en train de faire ça, il y a pas mal de changements, dont notamment la création de la Ligue professionnelle en janvier 2024. Mais quand on regarde le film sur vous, quand on lit votre livre, quand on regarde votre carrière, est-ce qu'à un moment, vous vous dites, quand est-ce que ça s'arrête, la lutte? Quand est-ce qu'on arrête de se battre? Moi, j'ai l'impression, ça fait 2 décennies que je porte les mêmes discours. Je reviens du Canada, où je vis depuis maintenant 4 ans, où l'évolution est totalement différente. T'entends? Et aujourd'hui, je trouve déplorable qu'à la veille, pour aller plus loin, à la veille d'une Coupe du Monde qui débute le 20 juillet, on n'est toujours pas diffuseur pour cette compétition, pas seulement en France, mais sur l'Europe. Donc là, ça met en lumière encore un autre problème. Sur ce sujet-là, les discussions sont encore en cours. On espère qu'un accord va être trouvé. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça va changer les choses, qu'il y a enfin des droits pour cette Coupe du Monde féminine qui, je le rappelle, va débuter le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande? J'espère que ça va déjà nous permettre de sortir de cette invisibilité dont on souffre de façon récurrente, et puis surtout que cet engagement, il va s'inscrire sur du long terme, parce qu'on a besoin de se sentir aussi sereine dans les démarches, dans la performance. C'est difficile d'aller en compétition, d'être performante, tout en sachant que si tu te loupes premier, deuxième ou troisième match de poule, on ne peut ne plus te diffuser, et puis que c'est reparti pour un cycle de 2, voire 4 ans. Donc mentalement, qu'on en dise ce qu'on en veuille, ça agit sur les performances et sur les filles. Marinette, votre histoire, elle est unique. C'est l'histoire d'une lutte, la lutte d'une vie. Vous êtes battue également pour défendre vos droits. Vous faites partie des premiers couples à se marier. Et vous êtes la maman d'un garçon conçu grâce à une PMA pratiquée en Belgique. Expliquez-nous ce procédé. Ce processus, il a été assez long. En fait, comme on ne pouvait pas bénéficier de cet accompagnement en France, on est allé en Belgique, à Liège. Ça nous a pris 5 années d'aller-retour tous les mois, de traitement, entre guillemets, de fraude auprès de médecins qui décidaient de nous accompagner parce qu'on était toujours un peu dans l'illégalité. Et puis, au bout de 5 années et de je ne sais combien de kilomètres et d'argent, parce que ça a un coût aussi, on a eu la chance d'avoir notre petit bout qui aujourd'hui a 10 ans et me met la raclée à Street Fighter. 6, je le rappelle. Ça, c'est quand même incroyable, ça. Street Fighter 6. Je ne sais pas si on ne va pas le ramener en Belgique, d'ailleurs. En tout cas, je précise un couple parce que l'amour, c'est l'amour, un couple, c'est un couple. Et voilà, et des parents, c'est des parents. Et bravo, Marinette. D'accord.